Le face-à-face. Et tout de suite, nous accueillons l'invité d'André Berkoff, Olivier Marleix, député Les Républicains de l'Eure-et-Loire, premier vice-président d'ailleurs du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour Monsieur Marleix, bonjour Monsieur le député. Bonjour André Berkoff. Vous n'êtes pas très charitable en fin de semaine sainte avec le président Larcher quand même. Oui, mais écoutez, vous savez qui aime bien châtie bien. Et puis c'était quand même trop beau pour laisser passer cela. D'abord, je suis très heureux de vous recevoir. Pour sa défense, quand même, un mot pour sa défense. Je pense qu'il a raison. Ça relève pas de la conviction, ça relève pas de la croyance religieuse, de savoir s'il faut maintenir ou pas. C'est vraiment la question de l'état sanitaire du pays, etc. Mais d'ailleurs, je sais qu'on aura fait beaucoup de reproches à lui-même, à Jacob Barouin, d'avoir insisté pour le maintien. Eux, ils avaient visiblement pas le même niveau d'information que le gouvernement, quand même. Le gouvernement qui, le matin même des élections, où il envoie les gens aux urnes, dit attention, on ferme tout, restez chez vous. Quoi. Voilà. Bon. Donc, chacun n'est pas dans le même niveau d'information. Oui, je pense que vous êtes très indulgent avec eux. Je pense qu'ils étaient au même niveau d'information, mais qu'ils avaient d'autres raisons. Vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore, vous le savez aussi bien que moi. Mais Olivier Marleix, moi je veux dire, je suis très heureux de vous recevoir parce que vous êtes un de ces députés, il y en a, et un de ces politiques, et il y en a, parce que effectivement, on fait beaucoup d'antipolitique primaire, un peu partout. C'est facile, hein, le tous pourri et tout ça. Moi, j'ai jamais versé là-dedans, et je trouve ça tout à fait du niveau du caniveau, si je peux me permettre. Et vous avez quand même, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ailleurs, au niveau des conflits d'intérêts, au niveau de la connivence, au niveau de la corruption, vous avez toujours pris position, et d'ailleurs on vous a rendu hommage, notamment quelqu'un qui peut pas être soupçonné de grande complaisance, qui est Vincent Jauvert dans son livre Les Voraces. Il vous rend hommage, mais moi qui vous suis aussi plus longtemps, puis je suis pas le seul, effectivement vous avez toujours pris des positions, en tout cas très clair là-dessus. Et je voudrais juste, sans encore une fois faire des procès d'intention, et surtout pas nommer, c'est pas le problème, enfin, ce que traduit, voyez, on va pas parler santé, ni rien, ce que traduit quand même les prises de décision, d'ailleurs en France ou ailleurs, par rapport à cette pandémie, par rapport à ce qui s'est passé, et par rapport surtout aux mesures qu'on prend, etc. On a l'impression que dans divers domaines, et là on le vit en ce moment de façon très forte, mais il y a toujours des volte-face, des hésitations, etc., ou des prises de position et de décision qui sont souvent frappées au sein du conflit d'intérêts, par exemple. Et c'est quelque chose que vous avez dénoncé dans d'autres circonstances. Oui, dans le monde économique, alors d'ailleurs je pense que c'est un peu une particularité française, hein. On est une économie qui est très structurée autour de très grands groupes, hein. On n'est pas l'Allemagne avec un tissu d'entreprises de taille intermédiaire. On a un pays où il y a beaucoup de grandes entreprises, où l'État a pu jouer un rôle, et c'est vrai que le développement des pantouflages, c'est-à-dire les allers-retours entre le secteur public et le secteur privé de ces grandes entreprises, crée en France un climat un peu particulier, que certains ont appelé une espèce de capitalisme de connivence, qui fait que à la fin, au bout du compte, on ne sait plus si les représentants de l'État sont vraiment là pour défendre l'intérêt national, pour défendre l'intérêt général, ou s'ils sont en train de préparer leur futur recrutement par tel ou tel acteur privé. Ça, c'est intolérable. Alors ça vaut d'ailleurs de la haute fonction publique, parfois, évidemment pas tout le monde, il faut surtout pas généraliser, et ça vaut aussi évidemment du personnel politique parfois. C'est le dernier bouquin de Vincent Jauvert que vous citiez. Voilà. Donc moi je pense que pour les politiques, ce climat de défiance, il est délétère. Déjà qu'on nous fait un procès en inefficacité qui n'est pas totalement immérité d'ailleurs si on regarde la situation économique de notre pays depuis 30 ou 40 ans. Si en plus on apparaît comme des gens malhonnêtes et mus par des intérêts privés catégoriels, c'est sûr qu'il faudra vraiment aller faire autre chose rapidement, quoi. Oui, mais justement, Olivier Marleix, enfin, on cite Vincent Jauvert et beaucoup d'autres, et vous-même, vous avez, il y a quand même, quand je vois encore une fois, quelquefois, par exemple, quelqu'un à Bercy qui était chargé de surveiller effectivement les optimisations fiscales et qui passe presque du jour au lendemain, je dis pas en 24 heures, mais enfin pas loin, qui passe dans un cabinet d'avocats chargé de protéger justement les privilégiés fiscaux, c'est quand même assez fou, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Oui, alors sur le fond,
sur le fond, comment dire, le fait un jour d'aller faire sa carrière ailleurs, etc., est pas totalement illégitime ou inconcevable. Le problème du système français, c'est qu'en fait, on est vraiment le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Par exemple, aux États-Unis, vous avez un système où effectivement l'aller-retour du secteur public au secteur privé, il est obligatoire puisque c'est ce qu'on appelle le spoil system, c'est-à-dire que les fonctionnaires, enfin une partie d'entre eux, les plus hauts, se font virer quand le président change, et donc il faut bien qu'ils aillent dans le privé. Mais aux États-Unis, tout ça est extrêmement encadré. Donald Trump, par exemple, lui-même, sur qui on fait peser tous les péchés de la terre, a pris un décret, c'est une de ses premières mesures, pour interdire à un de ses anciens fonctionnaires partis dans le privé le moindre contact, etc., pendant 5 ans. C'est-à-dire pendant tout le délai de son mandat et même au-delà. Ouais. Donc voilà. En France, le problème, c'est qu'on cumule tous les défauts en fait de tous les systèmes. Non seulement on fait beaucoup d'allers-retours public-privé, mais en plus on n'avait pas dans notre droit, alors on commence à les avoir petit à petit, on n'avait pas les garde-fous, on n'avait pas les règles qui permettaient de contrôler qu'on respectait. Par exemple, en théorie, un fonctionnaire qui part dans le privé, il n'a pas le droit d'entrer en communication avec son ancienne administration pendant une durée en général au minimum de 3 ans, qui est la période pendant laquelle il risque lui-même une condamnation pour prise illégale d'intérêt si jamais il mélangeait trop les choses. Moi j'ai appris à l'occasion d'un rapport que j'ai fait sur ce sujet-là que dans les ministères, il y avait personne qui vérifiait si quand Monsieur Machin appelait, il avait le droit ou pas d'appeler. Personne ne vérifiait, personne ne faisait cette police de base dans les ministères, donc tout était permis. Et effectivement, du coup, les recrutements faits de hauts fonctionnaires dans le privé, ils obéissaient souvent, parfois, on va dire, pour être plus modéré, parfois à une espèce de logique. Je vais chercher quelqu'un parce qu'il est détenteur d'un réseau, parce qu'il a un carnet d'adresses et parce qu'il pourra influencer la norme qui m'intéresse. Voilà. Ça, effectivement, c'est assez intolérable et c'est censé être réprimé en droit pénal. Encore faut-il par la police. Oui, c'est ça. Et l'absence de police était effectivement la première, je ne dirais pas des vertus, mais le premier des manques. Olivier Marleix, restez avec nous, on continue cette conversation après une petite pause. À tout de suite. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Casino renforce son engagement aux côtés des pêcheurs français. Retrouvez la qualité de nos produits Pavillon France. Aujourd'hui, le bar Terre et Saveur est à l'honneur chez Géant et Supermarché Casino. Ensemble, soutenons la production française. Merci à nos pêcheurs et pisciculteurs. Merci pour votre confiance. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Calibre 300-450 grammes, élevé en France, 9,99 € le kilo. Valable les 10 et 11 avril. Sud Radio, dans le Tarn, à Carmaux, sur 102.5. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Mes amis, dimanche matin, on se retrouve comme à l'habitude, place du marché, le magazine de l'alimentation, de la cuisine, de la gastronomie et surtout des tendances du secteur. Voilà pourquoi tous les dimanches, je m'entoure des spécialistes et des amoureux des bonnes choses pour vous informer, vous faire saliver et peut-être même rêver. Alors, ce sont des rêves très accessibles, je vous rassure. Venez rêver avec nous tous les dimanches, 10h, 11h, place du marché. Vous connaissez l'adresse. Sud Radio, place du marché, dimanche 10h-11h. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons notre conversation avec Olivier Marleix, député de la 2e circonscription d'Eure-et-Loire, et qui s'est occupé de la déontologie des fonctionnaires, des conflits d'intérêts, et il a été président de la commission d'enquête sur les décisions économiques de l'État, et nous allons en parler d'ailleurs. Olivier Marleix, c'est une tradition aux Ménines de Velasquez, c'est, comme on dit toujours, l'entre-soi, c'est, on s'échange le séné et la barbe, on met dans le privé les copains, je dirais pas les coquins comme disait Poniatowski, c'est une tradition, ça vient d'où ? Cette espèce de pantouflage à tire-larigot. Il y a un côté, effectivement, héritage de notre appareil d'État, de ces grands corps, etc., qui, au passage, sont remarqués par leur qualité, etc., leurs compétences. On peut pas leur dénier ça. Mais effectivement, c'est parti en vrille, je pense, dans les années
après les années 83, 86, quand on a commencé notamment à reprivatiser après certaines entreprises publiques, où du coup on a eu ce mélange public-privé qui est devenu très important dans notre pays, et qui a touché surtout, qui a touché un peu toute la haute fonction publique, et sans que les règles, une fois encore, de contrôle existent. Les allers-retours public-privé, je sais très bien. Alors, le grand argument, c'est de dire, mais vous vous rendez compte, c'est très bien que les gens circulent d'une sphère à l'autre. Il faut connaître le monde de l'entreprise. Ouais, sauf que c'est toujours en sens unique, hein, c'est-à-dire que c'est toujours vécu et organisé comme un privilège. Et là, je retiens le mot au sens de privilège dans l'Ancien Régime. C'est un privilège qu'ont certains hauts fonctionnaires d'aller dans le privé. En revanche, ils sont beaucoup moins empressés pour accueillir des gens du privé au bout de 20 ou 30 ans de carrière dans le secteur public, qui est évidemment leur chasse gardée. Ils ont eu le concours, ils ont eu tout ça. Donc c'est ça, cette incohérence, et il n'y a pas de règle. Alors, on y a mis un terme avec une loi très 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 récente sur la fonction publique qui en fait, désormais, met tout entre les mains de cette haute autorité pour la transparence de la vie publique qui avait été créée après du scandale Cahuzac, notamment, qui contrôle le patrimoine, les déclarations d'intérêt des hommes politiques. Il le faisait déjà pour un certain nombre de hauts fonctionnaires. Maintenant, il le fera. Il contrôlera tous les pantouflages de tous les hauts fonctionnaires qui partent dans le secteur privé. Et il fera la police pour s'assurer qu'ils observent bien les engagements qu'ils prennent quand ils partent dans le privé, notamment de pas continuer à faire leur marché dans le secteur public avec une espèce de privilège que leur donne leur carnet d'adresse. Oui. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, cher Olivier Marleix, vous savez très bien que ça va être difficile. Moi, une chose vous dites, c'est très bien les allers-retours. Mais vous croyez pas que quand même, il faudrait justement, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la fonction publique. Bon, il quitte vers le privé, ce qui est son droit le plus strict, mais est-ce qu'il ne devrait pas, je vous pose la question, aux législateurs que vous êtes, est-ce qu'il ne devrait pas, à un moment donné que vous partez dans le privé, parfait, mais vous ne revenez pas dans le public? Oui, alors d'ailleurs, les règles ont été un peu modifiées. C'est-à-dire qu'on peut plus demander une disponibilité ad vitam aeternam. Aujourd'hui, c'est 10 ans maximum. Au bout de 10 ans, vous êtes obligé de choisir. Est-ce que ça peut être plus court? C'est un sujet, sincèrement, moi, j'ai pas de religion là-dessus. En tout cas, évidemment, il faut contrôler tout ça. Je pense que le fait que la HATVP, désormais, cette haute autorité, va changer les choses, parce que avant ça se faisait dans l'entre-soi d'une commission de déontologie à qui les ministres faisaient refaire leur copie quand ça leur plaisait pas. Là, la haute autorité, avec Monsieur Nadal, en tout cas, elle avait fait la preuve de sa totale indépendance. Je vous rappelle qu'elle avait quand même envoyé le cas d'une bonne cinquantaine de parlementaires, un peu plus même, au parquet de Paris pour dénoncer des manquements. Donc elle sait faire, quoi. Voilà, elle sait faire. Je pense que du coup, ça va quand même, ça va un peu changer. Voilà. Et alors justement, je voudrais parler alors au président de la commission, l'ancien président de la commission d'enquête. Parlons un peu quand même, parce que c'est passé un peu comme ça, on a parlé, puis il y a eu l'étouffoir. Quand même, vous avez enquêté notamment sur l'histoire d'Alstom et de la vente d'Alstom à General Electric. Et quand même, ce sont des choses, enfin aussi, là aussi, alors on n'a même pas besoin d'aller du public au privé, là c'est du privé au public. Mais enfin, il y a quand même ces conflits d'intérêts absolument flagrants, encore plus flagrants que ce que l'on voit dans la polémique sur le coronavirus et la chloroquine. Il y a eu quand même des conflits d'intérêts énormes, et on a l'impression qu'après il y a la chape de plomb et qu'on n'en parle plus. Voilà, que c'est fini, c'est enterré, circulé, il n'y a rien à voir. Oui, ce qui avait très choquant dans l'affaire Alstom en soi, parce on va dire qu'il y a deux niveaux de problème. Le premier niveau, c'est effectivement celui dans lequel on a pu vendre, la façon dont on a pu vendre une grande entreprise qui était Alstom Power, qui faisait les turbines de centrales nucléaires, qui faisait les turbines de sous-marins, etc. Donc, stratégique. On a pu vendre ça, bien sûr, extrêmement stratégique, qui a été nourri à la recherche publique. Ces turbines nucléaires, c'est d'abord le commissariat à l'énergie atomique, en fait, qui les a développées. Donc, il y a eu des dizaines et des dizaines d'années de recherche publique qui ont financé tout ça. Il y a eu des commandes et de l'achat public pendant des dizaines d'années, là aussi. Et puis, à bas bruit, dans le plus parfait entre-soi, il y a une banque d'affaires qui va voir un haut personnage de l'entourage du président de la République et qui lui dit, tiens, voilà, on a trouvé un acheteur, est-ce que vous pouvez nous arranger ça?
et l'affaire se règle sans que personne ne moufte, sans que personne ne puisse contrôler les conditions dans lesquelles ça se fait, etc. Ça, c'est effectivement très, très, très choquant. Bon, après, il y a le deuxième étage de la fusée qui était, on s'est rendu compte qu'effectivement, un certain nombre de personnes qui avaient intérêt à cette vente avaient peut-être donné un coup de pouce à un candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est ce qui a fait l'objet de ma part d'un signalement auprès du parquet de Paris. Mais tout ça montre effectivement à quel point on est dans une espèce de capitalisme de connivence, parfois, dans notre pays, qui prospère sur, une fois encore, moi, ça me pose pas de problème quand il s'agit uniquement d'entreprises privées, d'intérêts privés, d'argent privé. Ah bah s'ils marchent, ils font leur boulot, bien sûr. Mais bien comme sûr. Tout ça se fait un peu sur le dos de la collectivité, en mettant en cause l'intérêt national qui a été financé par l'argent public, etc., là, ça devient plus problématique et on a quand même, nous, citoyens, en droit de demander à mettre un peu notre nez là-dedans, comme le proclamait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'ailleurs. Oui, tout citoyen, on doit rendre compte, demander des comptes, bien sûr, voilà, c'est un truc qu'on a un peu oublié. Ouais. Est-ce que alors Olivier Marleix, de ce point de vue-là, est-ce que c'est en train de changer ça ou très sincèrement, on est toujours au même point de ce point de vue-là? On peut encore, allez, je caricature, mais pas tellement, on peut encore vendre la France en la découpe en fonction des circonstances et des affinités. Non, ça reste un sujet de combat, bien sûr. On n'est pas. Alors, notamment ce gouvernement qui est très fort pour le en même temps, a su notamment faire un peu évoluer le droit après la commission d'enquête Alstom. On a, dans une loi qui s'appelle la loi Pacte, on a un peu renforcé ce dispositif de contrôle, c'est-à-dire comment l'État autorise ou pas une entreprise étrangère à racheter une entreprise stratégique, une entreprise française stratégique. Bon. Donc on fait un peu semblant d'avancer sur le sujet parce que politiquement tout le monde sent que c'est plus correct. Alors on avance en droit, on crée des outils juridiques. Après, on a encore un petit peu de mal effectivement à les utiliser. On vient vaguement de les utiliser, paraît-il, sur la vente d'une entreprise qui s'appelle Photonis, qui est un leader dans notamment la vision optique nocturne, etc., avec un leader mondial. Donc c'était une petite pépite qu'il fallait pas perdre. Là, il semblerait que grâce au ministère de la Défense, Bercy ait dit non, allez, on n'autorise pas la vente. Mais c'est une petite révolution. J'espère que la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui va effectivement nous rappeler que défendre notre appareil productif industriel, notamment dans ces grandes opérations de fusion-acquisition, c'est quelque chose d'extrêmement important. On l'a vu, qu'est-ce qui a fait la différence entre l'Allemagne et nous en termes de réactivité, en termes de capacité à produire des masques, capacité à produire des tests. C'est quoi? C'est le fait de disposer ou pas de l'outil industriel. Et nous, comme on n'avait plus l'outil industriel, malheureusement, on a été obligé d'enfermer tout le monde. On a été obligé on gère ça de manière absolument désastreuse. Les Allemands ont géré ça de manière beaucoup plus efficace, avec un nombre de morts qui n'a pour l'instant absolument rien à voir, malheureusement. On voit les chiffres sont accablants pour nous par rapport à l'Allemagne, c'est clair. Et c'est la capacité de réaction industrielle qui a été à l'origine de tout ça. Donc défendre notre outil industriel, ça doit être la préoccupation numéro 1 des pouvoirs publics dans ce pays, et ça doit pas être leur préoccupation, ça doit pas être de permettre au monde de la finance de faire les belles opérations de fusion-acquisition qu'elle rêve de faire. En fait, Olivier Marleix, on peut le dire, encore une fois, ça va au-delà des étiquettes politiques et autres, c'est qu'on a l'impression qu'à gauche comme à droite, et encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais quand même, on a mis la finance, avant l'économie, la finance a pris le pas. C'est pas nouveau, hein. Ça ne date pas de Macron, ça. Que la finance a pris le pas sur l'économie et que voilà, on a laissé faire effectivement les grandes opérations et le reste, le patrimoine. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe avec le coronavirus, quoi. On dit tiens, il faut produire chez nous. C'est vrai, il faut produire français. C'est vrai que la Chine est devenue le laboratoire pharmaceutique. Ça date pas de Macron, mais peut-être, probablement, sûrement même. Mais je l'ai dit, j'ai connu des présidents de la République qui se battaient avec plus ou moins d'énergie pour défendre l'appareil industriel, qui considérait que le fait qu'une entreprise soit française ou qu'elle ne soit pas française, c'était pas totalement équivalent, quoi. J'avais quand Nicolas Kant en 2004, Alstom est au bord de la faillite, enfin des grosses difficultés de trésorerie. Il y avait la solution du rachat par Siemens qui était là. Le patron de Siemens était allé voir c'était Patrick Devedjian, le ministre de l'Industrie, en lui disant vous avez un problème avec Alstom, moi je vous le règle, je vous rachète.
Et ben il y a eu un président de la République, un ministre de l'économie à l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, qui a dit pas question, on a besoin d'Alstom pour l'industrie française, on va se battre et on va sauver Alstom nous-mêmes, quoi. Donc tous ne sont pas, je pense, arrangés quand même dans la situation. Considérer qu'il y a un intérêt national, il y a un outil industriel productif à défendre. Voilà, je pense que c'est une priorité que tout le monde n'a pas eu. Olivier Marleix, restez avec nous. Nous allons, les auditeurs de Sud Radio, dans quelques minutes, ils vont avoir sûrement beaucoup de questions à vous poser. Merci et à tout de suite. 0826 300 300, c'est le numéro que vous composez. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et c'est à vous maintenant, auditeurs de Sud Radio. Nous parlons toujours avec le député Olivier Marleix qui est avec nous. Et nous parlons de la chloroquine, nous parlons des conflits d'intérêts, nous parlons de la France plus ou moins vendue à la découpe et surtout nous parlons des intérêts privés, des intérêts publics et surtout en ce moment de l'intérêt collectif qui doit toujours primer sur les intérêts particuliers, il faut le dire et le redire. 0826 300 300, direction le Vaucluse. Sur Sud Radio, nous donnons la parole à Marcel. Oui. Monsieur Berkoff, bonjour. Monsieur Marleix, bonjour. Voilà, mon appel, je pense, doit être vraiment dans le sujet parce qu'il concerne effectivement la pandémie dont nous subissons les effets actuellement et les conflits d'intérêts. Et j'ai une question qui me titille les neurones depuis plusieurs jours parce qu'on entend des débats intéressants dans les radios et les télévisions avec d'éminents professeurs et d'éminents chercheurs. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si parmi ces éminents professeurs ou ces éminents chercheurs, il y en a qui sont en contact avec des laboratoires, qui font des études pour des laboratoires, de la recherche, qui sont payés par les laboratoires. C'est une information qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Alors, alors Marcel, je vais, avant de donner la parole à Olivier Marleix, je vais juste répondre à titre personnel. Oui, dans les médecins que vous avez à la radio et à la télévision, pas tous bien sûr, mais certains, on le sait, puisqu'ils sont tenus de déclarer, effectivement, de le dire dans leur déclaration, et on le sait, on a les preuves et les papiers, certains, effectivement, émargent des laboratoires, font preuve, sont dans le conseil d'administration, etc., etc., ce qui est leur droit. Le problème, c'est, comme vous l'avez dit vous-même, Marcel, c'est qu'ils le disent et qu'on le dise. Ce n'est pas un médecin peut parfaitement, et c'est normal, travailler avec des laboratoires, mais encore une fois, qu'ils le disent. Olivier Marleix, quel est votre avis là-dessus? Oui, c'est évidemment un sujet très, 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 très important. Bon, d'abord, il faut quand même reconnaître la nécessité, le bien fondé, l'utilité des liens dans le domaine de la santé, de la recherche médicale entre le secteur public et le secteur privé. Dans nos universités, il y a des labos de recherche qui ont des partenariats avec des entreprises privées qui financent, qui aident à financer leur recherche. À l'hôpital, il y a des protocoles d'essai, etc. Donc il y a une vraie continuité qui est nécessaire pour l'intérêt général. Une fois encore, c'est la question des conditions dans lesquelles tout ça se fait et est-ce que ça peut nuire ou pas à l'impartialité notamment des professionnels de santé lorsqu'ils sont amenés à prendre des décisions de santé publique qui vont nous concerner. Alors là, il faut savoir que le secteur de la santé publique, le secteur du médicament, du sanitaire, c'est celui qui a été le premier et qui est aujourd'hui dans notre pays le plus durement encadré en termes de risque de conflit d'intérêts. Il y a cette fameuse base de déclaration d'intérêt qui s'appelle base transparence santé où les médecins doivent dire le moindre contact qu'ils ont avec des labos pharmaceutiques, mais ça va de l'invitation à un congrès jusqu'à effectivement de la rémunération pour des travaux, etc. Ils sont obligés de le faire. C'est dans cette loi du 29 décembre 2011. L'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament, ou le Haut Conseil d'ailleurs de la santé, dont on a parlé ces jours-ci, sont régis par ces mêmes règles-là, avec un niveau de transparence très important. C'est-à-dire que les gens qui délibèrent doivent dire quels sont leurs liens,
chacun. On a même des obligations qui portent sur le conjoint, ce que le Conseil constitutionnel n'a admis pour personne d'autre en France. Enfin voilà, donc tout ça est extrêmement transparent. Les comptes rendus des réunions qui sont faits précisent les arguments de chacun, etc. Le problème, c'est effectivement, qu'on voit un certain nombre de ces gens-là. Donc, je pense que dans les décisions qui sont prises normalement, en temps normal dans notre pays, aujourd'hui, tout ça est quand même très transparent et très bien organisé. Non, mais c'est pas la question de Marcel, la question de Marcel, c'est à la télé. Là, il a raison. Oui, ceux qui passent et qui pensent, oui. Ceux qui parlent à la télé et qui s'expriment, je dirais, devraient, pour respecter les règles déontologiques les plus évidentes applicables à leur profession, ne devraient pas s'exprimer sur des sujets sur lesquels ils ont un lien d'intérêt. Ça, c'est évident. C'est une règle déontologique de base. Ils doivent faire preuve d'impartialité. Et même la loi les y condamne. Je crois qu'il y a une loi, il y a un article de loi là-dessus. C'est cette loi de 2011. Alors, elle prévoit pas la prise de parole publique, mais elle prévoit effectivement c'est pour ça que je rappelais le cadre. Quand ils prennent des décisions, évidemment, si vous travaillez pour Gilead, par exemple, puisque c'est un laboratoire qu'on a cité, évidemment, vous n'allez pas délibérer, participer à une délibération de la NSM. Sur la NSM, le cas se pose même pas, parce que vous n'aurez pas le droit d'y siéger. Mais vous n'allez pas participer à une délibération qui concernera un produit concurrent, c'est évident. En revanche, à la télé, oui, il y a un vide, et c'est là que je pense que les journalistes doivent avoir la responsabilité professionnelle de ne pas solliciter des gens sur un sujet sur lequel ils ne pourront pas répondre, et c'est aux professionnels de santé d'avoir effectivement ce réflexe déontologique de ne pas parler s'ils sont potentiellement en conflit d'intérêts. Mais là, ça renvoie vraiment à la responsabilité de chacun. Moi, je peux vous le dire, en tout cas, soyons clairs et dire ça, il y a des faits. Certains, en tout cas, je ne dis pas tous, loin de là, mais certains ne l'ont pas. C'est évident qu'il y a eu des prises de position depuis quelques jours et quelques semaines à la télévision de la part de certains, dont on sait qu'ils ont des liens avec des laboratoires, où ils ont vitupéré, disons, telle ou telle expérience ou tel protocole. Et ça devrait être quand même interdit. On a quelques cas à l'esprit, évidemment. Voilà. Bon, après, il faut aller vérifier, je ne sais pas, j'ai pas fait moi-même, qu'est-ce qu'on appelle comme lien d'intérêt. Si le lien d'intérêt, c'est juste parce qu'on est spécialiste de cette maladie, on est allé participer à un congrès, ça me paraît pas, voilà. Non, on parle de rétribution, Olivier Marleix, on parle de rétribution. On parle de rétribution. Mais effectivement, tout ça est très transparent. Il y a une base transparence santé où chaque Français peut aller vérifier les liens de chacun avec l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est après aux professionnels de santé concernés évidemment ne pas s'amuser sur la place publique à mélanger les genres, à mélanger notamment leur fonction de professeur de médecine, les cas échéants, ça compense, avec autre chose. On est bien d'accord et les conseils scientifiques ne devraient pas l'oublier. Merci. Merci de votre question, Marcel. Merci à vous de nous avoir appelés au 0826 300 300. On part à Toulouse. On donne la parole à Franck sur Sud Radio. Oui, bonjour. Oui, bonjour Franck. Oui. Alors, pour moi, Macron, il annoncera rien du tout. Du fait que déjà, moi je pense que par rapport au cluster dès le début, on devait isoler si on voulait pas que ça se répande. Maintenant, ce qui se passe, qu'il a été voir le professeur Raoult, c'est normal. Je pense que c'est quand même, moi, l'image, le Mbappé de l'équipe de France. C'est dommage d'aller pas voir. C'est une sommité mondiale et puis on le prend pour un blaireau, ce qui est terrible à voir. Il faut savoir une chose, la chloroquine, on en aura bientôt plus. Comme le curare, les gants, le masque. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tardent, parce qu'on est en retard sur tout et on n'a rien. Bientôt, ceux qui vont arriver, ils pourront plus être soignés parce qu'on n'a plus rien. Moi, je pense que la chloroquine, il faut presque faire abstraction parce qu'on ne pourra pas soigner tout le monde, mais je crois plus à l'immunité avec ceux qui ont été guéris, avec prendre le plasma, et je crois que là-dessus ils font, et qu'on vaccinera les gens grâce avec ce plasma des gens qui ont développé l'immunité. Donc moi je pense que c'est ça. Il y a aussi celui qui fait les vers marins là, qui transporte 40% de plus d'oxygène, alors qu'on sait que c'est une maladie pulmonaire, mais il va manquer de curare et tout. On va bientôt plus pouvoir les soigner, ça il faut le savoir. Hier, à Marseille, quand il est arrivé, ils ont réclamé des gants, des masques. On n'a pas de gants, de masques, de blouses. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est en retard. Et puis, comme c'est mondial, tout le monde fait la demande.
C'est évident, c'est évident. Alors écoutez, là, effectivement, les thérapeutiques que vous dites, il faudra voir si elles sont efficaces ou pas. Honnêtement, aujourd'hui, on ne peut pas le dire. En tout cas, Olivier Marleix s'exprimera. Je voudrais simplement vous dire quelque chose là-dessus. C'est que ce n'est pas par hasard. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'internationalement, ce matin, M. Netanyahou, Premier ministre d'Israël, a remercié M. Modi, président de l'Inde, de lui envoyer je ne sais pas combien de chloroquine, de même que Trump a remercié le même Modi de lui envoyer de la chloroquine. Comme quoi, la chloroquine, c'est pas considéré partout comme quelque chose de scandaleux et d'écœurant, comme certains l'ont dit ici. Alors après, les vers marins et tout ça, c'est encore trop tôt. Mais effectivement, Olivier Marleix, la question de Franck, c'est que est-ce qu'on va manquer ou pas de chloroquine? J'espère que pas. D'ailleurs, vous parliez, juste un mot, vous savez qu'il y avait une usine qui fabriquait de la chloroquine, qui a été fermée, qui a été en faillite il y a 2 ans. Il y a en 2018. Oui, c'est plus récent. Non, c'est plus récent. C'est une entreprise qui appartenait à Famar, qui est à côté de Lyon, et qui a été mise en liquidation il y a quelques mois seulement. Il y avait 4 usines en France chez un façonnier, et celle-là n'a pas été reprise parce qu'effectivement jusqu'à présent la chloroquine qui se vend sous des noms commerciaux différents. En fait, c'est une molécule, c'est un médicament aujourd'hui sur lequel il y a des génériques, et donc en fait il n'avait pas beaucoup de valeur. C'est pour ça que cette entreprise, effectivement, à l'époque, n'intéressait plus grand monde, quoi. Voilà, mais je ne doute pas qu'il y a des gens qui s'y intéressent désormais si se profile une décision d'administrer le médicament un peu plus, de manière plus automatique. Après, le temps de reproduire, etc. Je crois qu'on a des laboratoires français qui fabriquent de la chloroquine, mais à l'étranger, qui ont proposé leurs services. Pour revenir sur la question de votre auditeur, bon, pour revenir sur le constat de grand amateurisme dans tout ça, pas de masque, pas de test. Moi, j'ai l'intime conviction que c'est cette triste impréparation et cette triste réalité, pas de masque, pas de test, parce qu'on n'en a pas commandé avant, qui a dicté toute la stratégie derrière, quoi. Et donc, effectivement, on n'avait pas d'autre choix que d'aller enfermer les gens, de manière très brutale pour l'économie. On aurait pu, les Allemands ont pratiqué aussi, comme nous, l'isolement, etc., mais en laissant davantage d'activités économiques ouvertes, parce qu'il y avait des tests, parce qu'il y avait la capacité donc à isoler les malades, parce qu'il y avait la capacité à mieux protéger les salariés qui continuaient à travailler. Ce qui s'est passé en France, effectivement, est une gestion de crise absolument désastreuse. Dès le début de la crise, début mars, le président de la République nous invitait encore à aller au théâtre. D'ailleurs, là aussi, pour des raisons d'ailleurs d'influence auprès de lui, d'un conseiller en communication qui lui a dit rends compte, nos théâtres sont en train de faire faillite. Bon, donc il a montré, il a dit qu'il fallait aller au théâtre etc. Et en expliquant qu'on avait tous les masques qu'il fallait, qu'on était prêt, qu'il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai posé la question. Et même, je veux pas revenir. Oui. Je pose la question au gouvernement sur le nombre de masques, etc. On me dit tout est réglé, on en a commandé 1 milliard, c'est bon, circulez, il n'y a plus rien à voir. Résultat, la semaine d'après, le ministre dit ça y est, on a commandé 2 milliards. Enfin, vous voyez l'à peu près dans lequel on est en permanence. Et donc, moi, j'en viens, je pense qu'en termes de communication, parce que le gouvernement et M. Macron sont assez forts en communication, on aime bien aussi créer des débats dans lesquels on balade un peu les Français. Ça occupe l'espace médiatique. Il y a ce débat sur la chloroquine, qui je pense c'est un débat plus sérieux, qui n'est pas que médical, mais qu'on aurait pu c'est pas de la com, pas que médiatique, mais qu'on aurait pu trancher beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite. Et puis, il y a ce débat qui est pareil, est un vrai débat, mais sur le tracking derrière. Enfin, tout ça est fait aussi derrière. On en rajoute parce qu'on n'a pas su prendre des décisions de bon sens évidentes dès le départ. C'est vrai, Olivier Marleix, mais il faut dire que si c'est ça leur communication, la communication, c'est de la très mauvaise communication, justement. L'enfumage n'est pas la communication, ou alors la communication n'est plus la même. On se retrouve tout de suite après une petite pause. Merci à tous et à tout de suite. Et 0826 300 300, continuez à nous appeler. Merci à Franck pour votre intervention. Dans quelques instants, on restera en Haute-Garonne. On donnera la parole à Richard sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble des professionnels des fruits et légumes frais se mobilisent. Avec ce député LR d'Eure-et-Loire, et avec vous, auditeurs du Sud Radio, et vous avez beaucoup de choses à nous dire.
0826 300 300. Vous continuez à nous appeler. On part en Haute-Garonne. On donne la parole à Richard sur Sud Radio. Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour monsieur Lacoff. Bonjour monsieur Marleix. Non, c'est gentil de nous donner la parole. Voilà, en 2 mots, beaucoup a été dit sur les pénuries, beaucoup a été dit sur les non-décisions. Mon souci, je me posais la question, comment avec des vies en jeu, avec quelque chose qui va très vite, on peut rester à gérer des fois des conflits d'intérêts tout simplement, ou simplement à gérer l'opinion et ses positionnements politiques en masquant les pénuries. Et donc moi, mon souci, je me dis que ces gens, en fait, ils ont en tête peut-être un moyen de passer à travers les responsabilités qu'ils ont, c'est peut-être d'avoir une loi d'amnistie qui leur permettra d'éviter toute poursuite. C'est pour ça que j'ai lancé une pétition. Alors c'est vrai que je suis pas très doué pour ça. Juste pour dire non à toute amnistie et oui à des mesures efficaces comme le port du masque, même s'il est fait maison. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et voilà ce que je me suis dit. Il y a sûrement une raison qui pousse ces personnes à ne pas prendre des mesures raisonnables alors que des vies sont en jeu. Oui, Olivier Marleix, c'est justement si on veut comparer, et comparaison n'est pas raison, mais si on veut comparer avec Alstom et d'autres scandales, là c'est vrai, ce qui frappe, ce qui est très fort, c'est que tous les jours, effectivement, on nous donne, Monsieur Salomon vient le soir et nous donne les chiffres des victimes, les chiffres des décès, etc. Et les gens écoutent ça tous les soirs et se disent mais qu'est-ce qu'on fait et comment on réagit ça. Et puis ils parlent de loi d'amnistie, ils pensent qu'on va passer à travers les gouttes. Olivier Marleix. Non, dans cette crise, moi je me suis fixé une règle, c'est-à-dire je ne fais que des critiques, et bon j'en ai fait, j'ai pas eu ma langue dans ma poche à l'égard du gouvernement, mais uniquement si elles sont utiles. J'ai eu l'occasion d'alerter le gouvernement très tôt sur la situation des EHPAD, et le scandale le fait qu'on ne se soit préoccupé que si tard des EHPAD, qu'on n'ait pas mobilisé les peu de moyens de test qu'on avait, mais on en avait, on les a même pas mobilisés pour nos établissements pour personnes âgées. Enfin, c'est assez terrible. Donc voilà, je fais des critiques, mais si elles peuvent encore être utiles dans faire bouger les choses. On n'est pas, voilà, on est malheureusement, on est un peu obligé quand même d'attendre la fin de cette crise en espérant qu'elle fasse le moins de dégâts, le moins de décès d'abord et le moins de dégâts ensuite dans le pays. Le temps de demander des comptes, évidemment, il viendra et soyez certains. Il faut qu'il vienne. Je pense que le président de la République, le Premier ministre se font aucune illusion. La Cour de justice de la République a déjà été saisie, celle qui est capable de juger les ministres et les hauts fonctionnaires. Elle a déjà été saisie. Elle le sera de toute évidence. Je pense que le Premier ministre ne se fait aucune illusion là-dessus. Voilà, je pense. Alors après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions même sur le pilotage. Moi, quand je regarde le directeur général de la santé, professeur Salomon, dont on nous dit qu'il a été conseiller de Madame Touraine et qu'il a donc participé notamment à la vente des masques lui-même, je me dis mais... Avec Gabriel Attal, Benjamin Griveaux et Olivier Véran. Mais je me dis comment cet homme, humainement, arrive-t-il à gérer sereinement cette crise alors qu'il sait lui-même qu'il a peut-être pris des décisions à une époque. Enfin, je dis tout ça avec prudence et humilité parce que c'est pas simple de prendre des décisions, etc. Mais je pense qu'effectivement, pour un certain nombre de personnes, c'est peut-être pas très facile et il y a peut-être des changements qui auraient dû être faits pour changer de paradigme, gérer la crise différemment. Enfin, le fait est qu'on a été incroyablement mal préparé. Moi, j'ai une amie, pas trahir de secret à votre antenne, mais j'ai une amie qui était conseillère sociale de Jacques Chirac à l'Élysée dans les années 2002-2005, et notamment au moment des crises H5N1, enfin, je sais plus quel était le virus à ce moment-là, mais elle m'a fait lire les notes qu'elle faisait pour le chef de l'État très très tôt. Je peux vous dire que Chirac était à un niveau d'engagement, de vérification au Conseil des ministres sur les commandes de masques, de tests, de vaccins, etc., qui n'avait absolument rien à voir, enfin qui est très surprenant quand on voit le niveau de préparation qu'on avait à l'époque avec l'espèce d'amateurisme qu'on a connu, où on nous a expliqué que vous inquiétez pas, on a 280 millions de masques, ça va aller pour tout le monde, quoi. Voilà. Agnès Buzyn Dixit, oui. Voilà.
D'accord. Merci. Mais il n'y aura pas de loi d'amnistie, c'est évident. Il y aura des responsabilités. Je pense qu'ils se font aucune illusion. Moi, je pense que d'ailleurs, ça explique l'occasion de le dire dans le Figaro. Je pense que ça explique la communication très présente du Premier ministre. Voilà, il sait qu'il aura à rendre compte de sa gestion de la crise. Et il veut absolument démontrer que, en temps réel, il aura fait le maximum en fonction des informations qu'il avait, etc. Voilà. C'est normal. Merci. Mais oui, quand on n'a pas Jean-Marie, vu venir la vague, c'est compliqué de surfer après, quoi. Évidemment. Merci à Richard pour son intervention. On remonte dans les Hauts-de-Seine. On donne la parole à Jean-Michel sur Sud Radio. Bonjour Monsieur Jean-Michel. Berkoff. Vous m'entendez bien, ça va? Très bien. Oui, parfait. On vous Écoutez, écoute. merci beaucoup de me donner la parole, Monsieur Berkoff, parce que je suis un de vos fans, comme beaucoup sur cette radio. Et donc j'ai écouté Monsieur Marlex au début de son intervention qui vous reprochait de ne pas être charitable vis-à-vis de Monsieur Larcher. Or, Monsieur Larcher, au début du mouvement des Gilets jaunes, lorsqu'ils étaient sur les ronds-points, il a qualifié ça de happening. Alors j'aimerais savoir si Monsieur Marlex trouve ce comportement charitable de la part de Monsieur Larcher. Ça, c'est ma première question. Autre question. Donc, il y a actuellement 6 millions de salariés français qui sont au chômage partiel. Donc, qui dit chômage partiel dit 80% de leur salaire. Or, actuellement, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas. Nous sommes d'accord, Monsieur Berkoff, elle ne fonctionne pas. Et donc, on peut estimer que les députés sont au chômage partiel. Et donc, j'ai des grands doutes quant à ce que ces députés touchent 80% de leur indemnité. Donc, on va savoir si M. Marlex est prêt à faire non de 20% de son indemnité en solidarité de ces 6 millions de salariés qui sont au chômage partiel. Écoutez, c'est des questions directes à Olivier Marlex. J'aimerais qu'il réponde directement. Oui, je vais répondre directement. D'abord, je voudrais quand même préciser. Je n'ai pas entendu le prénom de notre auditeur. Jean-Michel. Je voudrais d'abord dire à Jean-Michel que moi, à la différence visiblement de Gérard Larcher, j'ai manifesté, j'ai porté un gilet jaune, j'en ai gardé une photo, je ne dirai jamais que j'ai porté un gilet jaune. J'étais totalement solidaire avec ce mouvement avant qu'il s'éternise peut-être et qu'il dégénère parfois. Mais en tout cas, j'étais vraiment parfaitement solidaire. Dont acte, c'est bien, vous le dites. D'accord. Non, mais voilà, je m'en cache pas. Et donc, non, mais c'est bien de le dire, absolument. Je ne partage pas les choses. Il ne faut pas minimiser ce qu'a exprimé ce mouvement. Écoutez, moi, je veux bien donner, je veux bien la réduction qu'on veut. Ça me sur ma rémunération. Je voudrais quand même préciser quand même que les députés, alors je sais pas généraliser, mais on se tourne pas totalement les pouces. Moi, j'ai déposé. Je vous invite à aller regarder. Attendez lundi, elles seront en ligne. Oui, vous n'êtes pas au chômage. Très précis sur la crise, sur des sujets économiques. D'ailleurs, je vais en parler si vous avez 2 minutes. C'est des solutions très concrètes pour défendre notre industrie. Je passe pas mal de temps avec des entreprises, des artisans, des petites entreprises, des commerçants de la circonscription qui nous font remonter des situations compliquées de trésorerie, etc., sur lesquelles, évidemment, on appelle la Banque de France derrière. Donc, non, je vous rassure, les députés travaillent sur le terrain. En tout cas, je fais partie de ceux pour qui c'est une culture d'être d'abord au service de mes concitoyens et pas simplement de faire du travail en chambre à l'Assemblée nationale. Voilà. Après, il y aura un geste de solidarité, de l'Assemblée. Enfin, après, faut qu'il ait un sens. Moi, ce serait pour les donner, très directement à des soignants mobilisés. Ça me gênerait pas. Après, faut que ça ait du sens. Voilà. Bien sûr. Non, mais on va reparler, et d'ailleurs avec vous, de ce que tu vas faire, parce que ça, c'est le chapitre économique va être très important. Mais juste, Jean-Michel, moi, je comprends tout à fait votre question, votre indignation. Je crois qu'il faut, encore une fois, toujours jamais généraliser. Il y a, comme partout, comme chez les journalistes, comme partout, il y a des gens qui font leur métier et des gens qui ne le font pas, ou qui le font mal, ou qui le font partiellement. Vous savez, c'est vrai dans tous les corps de métier, et je crois qu'il ne faut, enfin, à mon sens, jamais mettre tout le monde dans le même sac. Je pense qu'il y a qui font leur boulot, et c'est à voir. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, et c'est là qu'il faut juger toujours. Merci en tout cas, Jean-Michel.
Merci Jean-Michel de nous avoir appelé depuis les Hauts-de-Seine au 0826 300 300. Merci à notre invité Olivier Marleix. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de l'Eure-et-Loire. Vous êtes aussi le premier vice-président de votre groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. L'émission continue. Et merci pour vos efforts. Merci pour vos efforts. Merci. Et restez chez vous et prenez-vous soin surtout. C'est ce qu'on dit à tout le monde en ce moment. Il faut quand même le rappeler. Restez avec nous, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Nous sommes ensemble et en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien que les Français continuent à parler, on vous écoute. 0826 300 300 direction Perpignan, nous retrouvons Mohamed sur Sud Radio. Oui, bonjour Mohamed. Oui, bonjour à vous, M. Berkoff, bonjour aux auditeurs, à votre invité. Voilà, ma question, c'est, on a 11 scientifiques, le comité scientifique qui conseille l'Élysée et le gouvernement. Je voulais savoir si le revenu sortait uniquement du gouvernement ou ils étaient payés par d'autres entreprises et comment. Et c'est conseiller d'autres entreprises. Voilà, c'est ma question, ma première question. Et je voulais savoir si ces 11 scientifiques aussi, ils travaillent comme Monsieur Raoult, donc ils ont les mains dans le cambouis, ou alors ils sont juste conseillers de l'Élysée et d'autres entreprises. Voilà, c'est les deux questions que je voulais poser. Et la troisième question, on a été voté au premier tour. Il y a 50% des gens qui n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté parce qu'ils ne voulaient pas les voter. Ils n'ont pas voté parce qu'ils ont eu peur. Est-ce que c'est raisonnable de garder ce premier tour ? Ils ont eu peur d'un virus. Ils ont eu raison, je crois. Est-ce que c'est raisonnable de garder un petit peu... Voilà, je crois que j'aimerais bien que si vous pouviez, votre invité peut répondre à ces trois questions. Je pense qu'elles sont très intéressantes parce que quand même, on a un comité scientifique. C'est réellement salarié par l'Élysée. Où ces gens, ils sont dans un bureau. Bonne question, non, tout à fait, Mohamed. On vous est. Alors, juste, je vais répondre et Olivier Marleix, qui est heureusement avec nous, encore va sûrement plus préciser que moi. Juste un mot d'abord, en ce qui concerne, personnellement, là, c'est l'avis personnel, je pense qu'effectivement, c'était une grosse erreur, et je suis pas le seul à penser, d'avoir maintenu ce premier tour des municipales, parce que 57%, mais j'en ai parlé au début de l'émission, effectivement, on comprenait pourquoi ils ne sont pas allés et que c'est effectivement une espèce de déni de réalité de l'avoir fait. Bon, après on verra la suite, qu'est-ce qui va se passer et est-ce que c'est en octobre ou pas, on va en reparler. Deuxièmement, en ce qui concerne justement sur les rémunérations, il faut savoir que tous les membres du conseil scientifique ont des métiers. Ce sont justement des médecins, des virologues, des infectiologues, ils sont tous, ils ont des métiers. Alors je ne sais pas, peut-être qu'Olivier Marleix ce soir il va vous répondre tout de suite, je ne sais pas s'ils sont payés en plus ou des honoraires ou une prime pour faire participer au conseil scientifique de l'Élysée ou c'est entièrement du bénévolat, mais en tout cas sachez que tous les gens qui sont concernés ont leur métier, ont leurs occupations avec les hôpitaux, avec les cliniques, etc. Ce sont des gens qui travaillent. Justement, pour quel labo qui travaille en plus du gouvernement, quoi. Leurs hôpitaux, leurs cliniques, c'est les hôpitaux et les cliniques qui les payent, plus pour certains, un certain nombre de laboratoires. Olivier Marleix, vous avez peut-être... Oui, non, j'ai pas de certitude, de pas vérifier, mais en général, ce type de conseil scientifique qui est vraiment, qui est un moment c'est plutôt honorifique de faire partie, d'avoir été choisi pour le président, pour l'entourer, lui donner des conseils. C'est une mission très temporaire. Je pense pas qu'il ait été prévu de rémunération d'indemnité. J'espère ne pas me tromper, mais je pense pas. D'autant, comme vous l'avez dit, André Berkoff, qu'effectivement, il s'agit de gens qui sont déjà des fonctionnaires. Qui sont déjà pour la plupart professeurs de médecine ou universitaires, donc ils ont leur rémunération publique déjà, voilà. Donc c'est sur leur temps public, il n'y a pas de raison qu'ils aient une rémunération complémentaire, je ne le pense pas. Ensuite, alors c'est la question du cumul avec des activités privées. Bon, là, voilà, c'est pareil, j'ai pas d'informations sur les cas précis. Dans notre pays, c'est possible, dans certaines limites, ça doit être déclaré et ça doit et on ne doit pas prendre de décision. Mais tout est transparent, là, on le sait, Voilà. Ouais, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une vraie transparence
transparence dans notre pays, quand même, sur ces sujets-là. Et je pense que le président de la République a quand même fait son entourage, fait un peu attention à qui il sélectionnait pour avoir des gens à la fois compétents, mais qui ne soient pas en situation de conflit d'intérêts. J'imagine. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer. Disons ça. Je ne sais pas. En tout cas, il y a incontestablement, comme on l'a dit, des gens payés par des laboratoires, mais encore une fois, soyons clairs, Mohamed, ce n'est pas illégal. Ce n'est pas du tout. Voilà. Mais en général, ils sont payés effectivement par l'université, leurs hôpitaux, etc., etc. Vous voyez, ils sont comme tout le monde. Voilà, ils font un travail. Ils font leur travail de médecin ou de chercheur ou autre. Merci. Sur les élections, j'ai pas répondu à la question de Mohamed sur les élections. C'est vrai que c'est plus facile à dire a posteriori, évidemment, qu'a priori il fallait pas l'organiser. Moi, j'avoue que je n'avais pas vraiment d'idée sur le sujet, mais ce qui m'a vraiment si on me l'a pas demandé, donc de toute façon ça va. Ce qui m'a vraiment par contre posé problème, c'est quand je suis allé tenir mon bureau de vote le dimanche matin comme conseiller municipal à Annette, voilà, dans ma commune, et que j'ai appris en écoutant ma radio le matin que le gouvernement faisait fermer tous les commerces, toutes les activités parce qu'il y avait cette pandémie. Donc là, effectivement, je me suis rendu compte du bug, mais je pense que ceux qui ont pris la décision, effectivement, de fermer tous les commerces, ils avaient des informations à J-2, J-3, qui auraient dû leur permettre d'annuler ces élections à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a, je crois, un très très grand nombre de communes qui ont des équipes municipales au complet élues au premier tour. Et ben là, il faut s'organiser pour valider tout ça assez rapidement. Donc, on élit les maires. On va pas attendre le mois d'octobre pour élire les maires. On le fait en visioconférence, on fait comme on veut. Voilà, ceux-là on les élit. Et puis, pour le reste, moi, j'ai pas de. C'est pareil. Le gouvernement nous a fait voter. Enfin, ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement soit un tout petit peu cohérent de temps en temps. Il a fait voter au Parlement en urgence une loi dans laquelle il a dit, c'est ce que rappelait d'ailleurs Gérard Larcher, que le 23 mai, le Conseil scientifique donnerait un avis sur est-ce qu'on peut faire les élections en juin ou est-ce qu'il faut tout annuler et les refaire plus tard. C'est ce qu'a dit Gérard Larcher, que le gouvernement au moins attende ce qu'il a décidé il y a 15 jours lui-même. Enfin voilà, si on part dans l'incohérence permanente dans ce qu'on fait. Mais c'est ça, mais c'est la cohérence. Mais attendez, et toujours le conseil scientifique. Excusez-moi, je veux dire, il y a les politiques et il y a les scientifiques. À un moment donné, on a envie de leur dire, ok, très bien de consulter les scientifiques, très bien de ça, mais à un moment donné, décider. Prenez vos responsabilités, oui, bien sûr. Voilà, prenez vos responsabilités de politique quand même. Merci. Mohamed, on merci. remonte dans le Nord sur Sud Radio, 0826 300 300, nous donnons la parole à Maurice. Oui, bonjour Maurice. Oui, bonjour André, merci pour votre émission et je salue Monsieur Marlex. Mais moi j'ai plutôt remis un petit peu sur les propos, dans un premier temps un petit propos sur Philippe Montesani, c'est ça, qui disait hier que notre société demain évoluerait plutôt vers, ça mais bien plus vers le sacré, voyez-vous, vers ce qui était d'autres valeurs. Et ça, c'est porteur d'espérance, un peu celle de Peggy, vous savez, la petite sœur Espérance. C'est ce qu'a dit hier Michel Maffezoli dans l'émission, effectivement. C'est ça, j'ai vraiment bien aimé. Et ça me fait penser à Peggy et ces textes magnifiques. Maintenant, je viens plutôt à vous, un propos que vous avez tenu avant-hier. Vous avez dit effectivement qu'il faudrait renverser la table. Là, tout à fait d'accord. Alors, renverser la table, mais bon, il y a des familles politiques qui sont très divisées, des partis qui sont quand même de moins en moins crédibles, puisque la moitié des électeurs ne vont plus, même pour les grandes élections, ce qui est quand même, c'est un signe évident, alors que je pense que les Français aiment la France et sont patriotes. Moi, je pense qu'il y a une famille où je suis souverainiste, je vous le dis franchement, je ne vous cache pas, parce que la patrie, c'est la terre de nos ancêtres. Bah oui, c'est la terre de nos ancêtres. Et c'est pas parce qu'on dit qu'on aime la patrie qu'on est forcément facho, réac, etc. Alors dans la famille politique, il y a des leaders. Alors on les voit sur les plateaux de télévision. Ils parlent bien, ils écrivent des bouquins. C'est très très bien. Mais la France, elle se sert pas seulement comme ça. Honneur, comme disait le général de Gaulle, et comme nos services et cette génération. Alors il serait temps qu'ils descendent de leur monture, vous savez, qu'ils soient un peu plus humbles. Qu'ils aillent au bivouac, qu'ils prennent la soupe ensemble. Et puis, je dis pas, on aura du mal à trouver un chef parce que ils ont tous un ego, malheureusement. Et c'est normal. Bon, et puis ils défendent leur truc là. Mais je pense que sortira de quelque chose. Je crois moi au destin exceptionnel. Je pense, oui. Je pense que
Il y en a, heureusement que ça existe, oui. Ah oui, oui, et j'ai fait vraiment confiance. Alors, on le voit pas trop, mais quand même, des choses se dessinent. Et je crois qu'il y a des gens aujourd'hui, il n'y a pas de complot, hein, vous savez, parce que le risque, c'est que ce soit violent. Parce qu'on ne va pas sortir... attention à la sortie, hein. C'est pas que de reprendre ces petites activités. Je crois qu'on n'évitera pas personnellement des affrontements. Je dis pas l'apocalypse, hein, mais il y aura des affrontements. Mais c'est normal. Vous savez, l'histoire de France et l'histoire du monde. Je dis pas que c'est bien, mais a été fait aussi à partir de conflits. C'est de là que l'univers est rose. Vous savez, c'était Raymond Aron qui disait de Giscard. Il disait, il ne sait pas que l'histoire est tragique. Et nous, on a oublié que l'histoire est tragique, nous tous. Hein. On se disait, tout va bien, allez, il y a des petites crises, mais tout va bien. Et puis à un moment donné, voilà. Nous, un peu moins, parce qu'on a connu la fin de l'Algérie, et c'était, je vous assure, parce que la guerre, on emploie le terme guerre, André, mais moi, c'est un combat pour la vie. La guerre, on bat contre un virus, mais on combat pour la vie. Et c'est le petit peuple qui nous tient debout, là. C'est le petit peuple qui est au front, là. C'est lui, hein. Et c'est lui qui prend les risques, hein. Et c'est là qu'il y a les dégâts, hein. Et ça, ils doivent s'en souvenir, les politiques, hein. Parce que là, attention. Vous savez, on a eu les gilets jaunes, hein, et moi j'avoue, aujourd'hui, mon cœur, je suis pas pour la violence, mais mon cœur, il est gilet jaune. Hein. Ah oui. Parce qu'ils ont compris, les petits. Ah oui. Ouais, et c'est eux, effectivement, qui sont sur le front aujourd'hui, vous avez raison. Ouais. Oui, Olivier Marleix, vous donnez... Mais c'est la France des ronds-points, c'est la France des gilets jaunes qui tient aujourd'hui le pays. Ça, c'est vrai qu'il y avait sur nos ronds-points, il y avait des infirmières mal payées, des aides-soignants mal payés. Il y avait des gens qui travaillent dans des supermarchés. Il y avait aujourd'hui c'est grâce à eux que le pays tient debout. Moi je comprends parfaitement ce qu'a dit Maurice. Je suis de famille politique. Je suis fidèle. Moi je profite un peu plus de temps de libre que d'habitude, parce que je fais pas les allers-retours entre Paris et Annette tous les jours pour relire, et je relis De Gaulle et je relis Pompidou. Et ce qui me frappe quand même, c'est de voir que depuis allez, je peux pas le dater, mais on a un peu trop eu tendance, peut-être depuis que l'énarchie a envahi le monde politique, de vouloir faire le bonheur des Français malgré eux. Je pense que j'ai même eu le masochisme de relire Alain Minc il n'y a pas très longtemps, et Alain Minc il le dit, en fait on est dans un monde trop compliqué pour que le peuple comprenne finalement. Enfin il le dit pas exactement comme ça, mais Olivier Marleix, je suis content de vous prendre un flagrant délit de masochisme, parce que relire Alain Minc me paraît une mortification intéressante. C'est important de connaître l'adversaire. Et Minc il nous dit froidement, mais il n'y a pas d'alternative à la mondialisation, mondialisme. Ouvrons-nous au marché. Elle ne peut être qu'heureuse pour lui. Alors, sauf il dit quand même le jour où les Chinois vont rentrer dans la mondialisation, ça va être un peu plus apocalyptique. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que ça y est, ils y sont, et que c'est apocalyptique effectivement à bien des égards. Et donc on a un peu oublié qu'effectivement on est là d'abord pour améliorer la vie des gens au quotidien, quoi. C'est l'horizon, c'est quand même. Alors, effectivement, on a besoin d'une espérance, mais la première espérance des Français, vous ne pouvez pas avoir une espérance collective. Vous ne pouvez pas faire une nation si vous avez des problèmes de fin de mois, quoi, malheureusement. Enfin, il faut les deux. Et le général de Gaulle, Dieu sait s'il a eu les premières pages, les premières lignes des mémoires de guerre sont magnifiques sur la France, etc. Mais je relisais son discours de 58 quand il présente en septembre 58 la nouvelle constitution aux Français. Il parle de choses très 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 prosaïques. Il parle de l'agriculture, il parle de l'industrie. Enfin, il parle de ce qui fait la vie quotidienne des gens. Donc, le devoir, c'est d'abord la prospérité de ce pays, c'est de le remettre sur les rails, c'est de faire en sorte que le pouvoir d'achat qui s'est effondré dans notre pays pour les Français les plus modestes, fait qu'on ne vit plus de son travail de manière satisfaisante, qu'on est inquiet pour... vous savez, il y a très 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 peu de gens qui aujourd'hui se disent
mes enfants vivront mieux que moi, etc. Enfin, moi, je suis assez surpris de voir que même dans des classes plutôt aisées, traditionnellement, on a des doutes sur l'avenir. Et donc, ce pays peut pas se porter bien tant que économiquement, il retrouvera pas des vrais fondamentaux. Donc, l'urgence, elle est là. Et je me méfie un peu de Macron qui nous annonce pour lundi. Enfin, je me méfie beaucoup, même pour tout vous dire, du grand discours de la nouvelle ère que nous annonce Emmanuel Macron, ou de changer le capitalisme, etc. Mais Olivier Marleix, il adore les discours. Vous savez très très bien. Il va en faire. Ce sera le 400e grand discours. C'est très bien. Grand bien lui fasse. Mais c'est pas. On verra bien. Écoutez, on va lui laisser le bénéfice du doute. Encore une fois. Maurice, vous avez quelque chose à ajouter? De bien continuer, puis d'informer, puis d'ouvrir aux auditeurs la possibilité de s'exprimer, notamment au petit peuple. Prenez le petit peuple parce qu'on a vu des choses. Enfin, moi, un dernier truc, puis je vais vous laisser, parce que quand j'ai entendu le président qu'il y avait une petite vieille qui avait 500 € de retraite par mois, mais madame, il lui a dit, hein, vous payez pas la CSG, qu'il a osé dire. Et il a surenchéri en disant, et vous n'avez pas assez travaillé longtemps. Mais qu'est-ce qu'il savait de la vie de cette personne? Qu'est-ce qu'il en savait? Qu'est-ce qui lui permet? Il est quand même le président de la République. Ça se dit ça se dit, je sais pas, ça se dit pas. Ça, moi, là, je suis outré, quoi. Je suis vraiment outré d'entendre ça. C'est insupportable d'entendre ça, André. Insupportable. Voilà. En tout cas, merci André. Puis, merci. Hein. Et merci à très vite, on se retrouve après une petite pause. Tous qui nous appelaient 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Eh bien, toujours, effectivement, dans tous nos états, et nous continuons avec Olivier Marleix et avec vous, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Charles nous appelle de Paris. Oui, bonjour Charles. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à tous. J'aimerais poser une question à Olivier Marleix. Donc c'est au niveau de la collusion entre le monde, la sphère privée et les politiques. En fait, j'aimerais déplacer un peu le débat et pas essayer de taper sur les uns et les autres en parlant d'enrichissement personnel. Mais plutôt de l'argent généré qui se réinvestit dans le système et voir ça d'une manière plus globale du niveau économique. Et poser simplement la question, quel poids, en s'imaginant que cette hydrochloroquine est super efficace, juste une supposition, quel poids peut avoir un tel système qui coûte 2,50 € avec un peu d'antibiotiques, face à un vaccin qui pourrait être créé et qui générerait des millions dans la vente, dans la création, dans tout ce que ça génère au niveau des gens qui travaillent dessus, etc. Et la question est la même pour tous les domaines, y compris pourquoi pas l'automobile, quand on voit des petits ingénieurs marginaux qui font un moteur à air comprimé. Quelle chance peut avoir un tel système vis-à-vis de l'automobile électrique? Les grands pontes. Des grands pontes et de la grosse industrie. Des mastodontes, oui. On a besoin de ça, voilà. Et que font les décideurs par rapport à ça? Que font les décideurs par rapport à ça? Oui, en fait... Oui. Ouais. Allez-y, André. Allez-y, Olivier Marleix, oui. Non, je voulais dire simplement que... Oui. Pardon, juste je voulais dire que effectivement on a calculé que l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine ça coûte 10 €, alors que le Remdesivir par exemple ça coûterait 400 € pour faire une comparaison. Voilà, je vous excuse, allez-y. Voilà, non, mais c'est pas évidemment c'est pas les mêmes enjeux. C'est là qu'on a qu'on a quand même un peu besoin du politique de notre pays. Je suis pas partisan du tout État partout, etc. Mais qu'on a besoin des responsables politiques qui fassent des bons arbitrages et qui les assument et qu'on laisse pas. Bien sûr, il y a des conflits d'intérêts, enfin des luttes parce qu'il y a des enjeux financiers très importants. Moi, je m'entendrai jamais taper sur les laboratoires pharmaceutiques parce que aujourd'hui le développement de molécules ça coûte extrêmement cher. Donc il y a une recherche fondamentale qui coûte de plus en plus cher, etc. Trouver des vaccins, ça se fait pas comme ça. Donc effectivement ils ont besoin de beaucoup d'argent, ils manient beaucoup d'argent et ils ont potentiellement de l'influence. Mais voilà, la responsabilité du politique c'est d'être de manière très prosaïque. Qu'est-ce que j'ai sous la main?
d'abord pour soigner les gens, pour éviter que la maladie dégénère. Et puis demain, si j'ai un vaccin pour prévenir une nouvelle pandémie de ce type, tant mieux. Enfin, l'un ne doit évidemment pas exclure l'autre. En tout cas, c'est le rôle du politique, par définition, de mettre de l'ordre dans tout ça. Et c'est pas le grand marché tout seul qui s'autorégule dans ce genre de secteur qui est celui de la santé publique. Mais Olivier Marleix, ça pose vraiment la question, c'est pas seulement pour la santé, la question du lobbying, qui est quand même au centre des problèmes. Les lobbies qui existent, et c'est normal, il y a l'Assemblée, les politiques, tout le monde, et les médecins aussi, il y a des gens qui viennent et qui défendent les intérêts de leur entreprise. Ça s'appelle des lobbyistes, ils sont partout. Comment on peut, c'est difficile, je ne vais pas me demander la solution miracle, mais comment on peut gérer ça? Comment on peut garder l'équilibre entre les gens? Mais bien sûr, non, mais la solution, c'est la transparence. On a besoin du lobbying. Le lobbying, c'est quoi? Le lobbying, c'est donner de l'information pour proposer une solution. Faut pas se faire d'illusions, faut pas être naïf. Le législateur, il a besoin d'être informé sur les différentes solutions qui s'offrent à lui pour faire face à un problème. Là où ça devient, là où c'est condamnable, c'est évidemment si le politique se fait corrompre pour arbitrer dans un sens ou dans l'autre. Et donc comment est-ce que on évite ça? Eh bien par la transparence. Toutes les cartes doivent être mises sur la table. Toutes les solutions doivent être proposées. Les représentants d'intérêt et l'intérêt général, il en sort une fois qu'on a entendu tous les intérêts particuliers. Voilà. Mais la seule solution, c'est accepter la transparence. Merci. Un autre qui est avec William nous appelle de Seine-Saint-Denis au 0826 300 300. Oui, bonjour William. Bonjour. D'abord, je vous remercie pour vos émissions. Vous avez, en parlant franchement et en parlant vrai, vous nous laissez la liberté de penser. Votre liberté de parler, c'est notre liberté de penser. Et je voudrais attirer, je suis un jeune médecin retraité de moins de 2 ans, donc encore performant. J'ai travaillé donc 25 ans en Seine-Saint-Denis. Je voudrais attirer l'attention sur un problème qui n'est pas soulevé. C'est la 2e fois que le maillage de médecins généralistes, qui est un maillage serré de la société, est écarté. Du temps de Bachelot, je me souviens qu'elle réquisitionnait des médecins généralistes, dont des confrères et des consoeurs, pour aller travailler dans des gymnases et des hôtels. Alors que nous avons un outil de maillage de la société très efficace. On est au plus près de la population. Donc, on a interdit une première fois et maintenant une 2e fois, on nous a interdit de prescrire, de soigner la population. Le Plaquenil, ça fait 25 ans que j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis. J'en ai prescrit, mais des boîtes et des boîtes sans jamais aucun problème, excepté un cas de contre-indication sur 25 ans. Donc, ce refus d'utiliser ce maillage est très très symptomatique. J'ai posé le problème au Conseil de l'ordre de la Seine-Saint-Denis et on m'a renvoyé dans les cordes sur le thème, vous savez, le Plaquenil est très très dangereux, alors qu'il était en vente libre, sous une autre forme. Pendant 70 ans en vente libre, pratiquement, oui. Oui, c'est ça. Ouais, enfin, en tout cas, des années, oui, c'est ça. Le 2e problème, c'est justement quand on a interdit à Raoult, parce que vraiment, je pense que c'est un vrai médecin, c'est-à-dire un médecin du terrain, qui vit sous le serment d'Hippocrate, comme tous les médecins de terrain, et j'en étais. Le Rivotril, donc, a supprimé se retirer cette possibilité de soigner les gens avec un médecin, avec un médicament ou un traitement peu coûteux et simple d'application. Les Rivotril, c'est la sédation, utilisée chez les personnes dans les EHPAD, par exemple. Pour des raisons obscures, peut-être de conflit d'intérêts, on s'est interdit d'intervenir dans les EHPAD. Alors que normalement, la pratique normale, en cas d'épidémie, c'est que on masque, on isole, on teste, on isole et on traite. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, c'est du baratin en cas d'urgence. Ces gens qui ont refusé cette pratique ancestrale de la médecine ont transgressé toutes les règles déontologiques
en autorisant les médecins, et y compris des médecins de ville, quand ils étaient en situation, de prescrire du Rivotril. Or, le Rivotril, dans cette situation-là, est fait pour euthanasier. Je ne discute pas l'euthanasie. En tant que médecin, j'ai été confronté à des situations. Mais ce que je veux montrer du doigt, c'est que d'un côté, on interdit à Raoult un traitement simple avec des pratiques évidentes qui ont toujours existé dans la médecine moderne, et en même temps, de l'autre côté, on transgresse, on prescrit, on permet hors AMM, parce que on a créé des catastrophes. Raoult est très inquiet pour les EHPAD, et il a raison, parce que on n'a pas masqué, il n'y a pas de masque, on n'a pas dépisté, on n'a pas isolé, et le traitement, on sait partout. Écoutez, de toute façon, ce problème-là, il est extrêmement pendant. Vous savez, dans toute l'émission, tout le monde, y compris les jeunes chirurgiens, y compris les médecins qu'on a eus, y compris le docteur Bernard Cron qui intervient régulièrement dans l'émission, tout le monde dit à peu près la même chose que vous. Effectivement, bon, on va attendre les résultats quand même du protocole Raoult. Il y a encore à le faire sur encore milliers de personnes. Mais c'est vrai que le problème de la prescription médicale, mais vous posez le problème fondamental que tous les médecins nous posent. Est-ce que c'est une médecine qui est proche des gens et qui s'occupe du malade et du patient et qui prescrit, ou c'est une médecine de tableau Excel et qui regarde à partir de modélisation et de randomisation? Le problème, il est posé. On va encore discuter avec vous longtemps et on va continuer à discuter. Et merci à Olivier Marleix pour ses interventions. Et je rappelle qu'Olivier Marleix est député Les Républicains de l'Eure-et-Loire et vice-président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci à tous de nous avoir appelés.